Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer des points qu'on entend souvent à propos du burn-out ou que certaines des personnes que j'accompagne me disent connaître ou croient connaître sur le burn-out. Beaucoup d'idées reçues en fait sur le sujet. Vous en connaissez peut-être certaines, mais peut-être pas toutes. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regrouper certaines d'entre elles dans un épisode pour vraiment justement faire exploser les idées reçues et faire mieux connaître ce qu'est vraiment le burn-out. Et même si vous peut-être vous connaissez ce dont je vais parler, eh bien ce n'est manifestement pas le cas de beaucoup de monde. Parce que je vois et je lis beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux, etc. Et j'entends aussi des choses qui ne me plaisent pas parce que cela véhicule de fausses idées sur le burn-out et cela n'aide personne. Donc, même si vous saviez, par exemple, ça peut être intéressant de faire écouter cet épisode à d'autres personnes qui ne savent pas. Mes clients, par exemple, me disent souvent, alors qu'ils viennent d'entrer en burn-out, je ne savais pas que ça pouvait arriver. Je ne savais pas qu'on avait une limite. Je ne savais pas qu'on pouvait exploser cette limite sans le voir venir. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Et je ne pouvais pas imaginer que ce soit à la fois aussi soudain, aussi brutal, et que cela cause des dégâts aussi violents. Ça, je l'entends quasiment tout le temps, de la part des personnes qui effectivement viennent de s'effondrer en burn-out ou qui déjà sont en burn-out depuis un moment. On parle beaucoup plus de burn-out aujourd'hui qu'à l'époque où moi j'ai fait mon burn-out, donc il y a plus de 30 ans. Et c'est une très bonne chose parce qu'au moins on peut mettre un mot, on peut mettre une compréhension sur ce qui arrive. On peut aussi dans la majeure partie des cas obtenir un diagnostic, ce qui n'avait pas été mon cas à l'époque. Mais le fait de beaucoup parler de burn-out, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux sociaux ou autres, fait qu'il y a aussi beaucoup d'idées préconçues, de fausses notions sur le sujet et en tout cas beaucoup d'explications qui ne sont pas très claires. La première idée que j'avais envie d'évoquer, et dont vous savez qu'elle est fausse si vous êtes en burn-out, mais qui reste encore très présente, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est que la personne en burn-out est une personne faible. Elle n'a pas su résister, elle n'a pas su monter au créneau, faire ce qu'il fallait. C'est totalement faux. Le burn-out, c'est au contraire une problématique qui ne touche que ce que moi j'appelle les super-héros. C'est-à-dire des personnes qui se donnent à fond, qui sont très motivées, qui vont au bout, qui sont perfectionnistes, qui vont mettre toute leur énergie, et justement bien trop de leur énergie, sur ce qu'ils ont à faire, d'où la problématique. Mais ce ne sont certainement pas des personnes faibles, et encore moins des personnes qui font leur travail, j'allais dire, du bout des lèvres. Ça, c'est vraiment très important et je trouve que c'est une notion qu'il va falloir impérativement faire progresser dans le monde de l'entreprise. Pour retirer cette espèce de stigmate qui s'attache au burn-out, alors que justement, cela ne touche que des personnes qui se donnent à 300%. Alors quelqu'un qui adore son métier, qui est à fond, ne va pas forcément faire un burn-out, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ceux qui font un burn-out ne font partie que de cette catégorie. Des personnes vraiment motivées, passionnées, voire multipassionnées, des fonceurs, des fonceuses, des gens qui vont au bout, qui veulent faire les choses bien, qui se donnent vraiment corps et âme à leur travail. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience.
Parce que ce que j'entends aussi beaucoup, c'est: «Ah mais moi c'est bon, j'aime ce que je fais, donc je ne suis pas à risque de burn-out». Encore une autre fausse bonne idée. Quand on aime ce qu'on fait, oui, souvent on peut aller plus loin, effectivement, que quelqu'un qui se retrouve pris dans un processus ou dans une structure, un service où les choses ne vont plus très bien, où il y a effectivement des choses qui ne conviennent pas ou plus à la personne. Et c'est plus exaltant, c'est plus agréable, c'est plus intéressant de faire quelque chose que l'on aime. Donc, on va certainement résister plus longtemps. Mais tout le monde a une limite. Et le fait de faire ce que l'on aime ne va pas protéger à 100% parce que cette limite, elle est peut-être un tout petit peu plus loin, mais elle existe. Et si on ne sait pas s'arrêter, si on ne sait pas comment on fonctionne, quelles sont justement ces limites, eh bien, on risque de se les prendre de plein fouet. Et ça, c'est très violent, c'est très choquant. Donc, ne pas croire que parce qu'on aime ce qu'on fait, on est à l'abri. Ça n'exclut pas d'apprendre à mieux se connaître, de savoir ce qui est bon pour soi. Est-ce que c'est j'ai besoin de faire des pauses à tel moment, j'ai besoin de manger à tel moment, j'ai besoin de tant d'heures de sommeil pour récupérer, etc., etc. Ça, c'est indispensable pour pouvoir justement continuer à faire ce que l'on aime faire de bonne façon. J'entends aussi dire c'est une question de volonté, il suffit de vouloir, il faut se mettre un bon coup de pied dans les fesses et ça redémarre. Là aussi, n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas une question de volonté. Nous avons des limites corporelles, nous avons des limites cognitives, des limites de fonctionnement qui sont innées à chacun. Alors parler de limites, ça peut peut-être froisser, ça peut peut-être sembler négatif comme mot, mais en tout cas, nous ne pouvons pas, par exemple, travailler 24 heures sur 24 sans dormir pendant plusieurs jours. Bon, donc nous avons effectivement des limites de fonctionnement. Et ça ne veut pas dire que nous sommes faibles, simplement que eh bien, il faut se connaître pour savoir comment on fonctionne et de quoi on a besoin pour bien fonctionner. On n'irait pas prendre sa voiture sans mettre un carburant dedans, quel qu'il soit, hein, qu'il soit essence ou électrique. On n'irait pas essayer d'utiliser son téléphone portable si on ne l'a pas rechargé, s'il est à zéro. Eh bien, dans le cas du burn-out, c'est en fait souvent ce qu'on essaye de faire avec son propre système. On essaye de se pousser en se disant non, non, ça va aller. Et ce que j'entends beaucoup, c'est je gère. Ça, je gère, c'est très très dangereux parce que ça veut tout dire et rien dire. Et ça veut surtout dire qu'on ne se connaît pas forcément très bien. Alors, ça peut être une réponse facile à apporter à quelqu'un qui, avec beaucoup de sollicitude, va vouloir prendre de nos nouvelles en se disant tiens, j'ai l'impression que tu vas pas très bien ou que tu es un peu fatigué, etc. Non, non, je gère. Mauvaise réponse. Prenez le temps d'écouter, de sentir réellement, profondément comment vous êtes, pas dans le moment de la surexcitation, du trop faire, mais justement dans des moments où vous allez pouvoir vous poser, être en silence, écouter, voire aller vous promener dans la nature, des moments qui sont propices à une véritable écoute de ce qui se passe réellement en vous. Et si vous avez atteint le stade où on n'entend plus tellement ce qui se passe à l'intérieur, eh bien c'est vraiment essentiel de demander l'avis d'un professionnel sur le sujet. Donc non, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une bonne idée de se mettre un coup de pied dans les fesses ou de retourner après un burn-out trop rapidement travailler, on en reparlera tout à l'heure. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question d'avoir envie ou pas envie. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que le burn-out, ce n'est pas une dépression. En burn-out, on a envie d'y retourner. On garde cette flamme intérieure. Si on aime ce que l'on fait, eh bien on n'a qu'une envie, c'est de reprendre dès le lendemain. Sauf que ce n'est plus possible, nous n'avons plus l'énergie à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de l'entendre. Un burn-out n'est pas une dépression, c'est même au niveau physiologique tout le contraire. Et oui, un burn-out qui n'est pas bien accompagné, pour lequel la personne ne se remet pas
dans les 12 et quelques mois, peut effectivement se transformer en dépression. Peut, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une fatalité, mais ça peut être possible, ce qu'on comprend très bien, parce que voir qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on a envie de faire pendant d'aussi longs mois, sans nécessairement comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on vit, il y a de quoi effectivement se sentir déprimé. Mais au départ, le burn-out est vraiment très différent de la dépression. Et si vous pensez que c'est la même chose, eh bien, il est vraiment important que vous vous renseigniez sur le sujet. Parce que, par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est que le burn-out, ce n'est pas un problème si, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas que ça. Le burn-out, ça touche à toute la personne, dans toutes ses dimensions. Mais l'aspect physiologique, biologique, corporel est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture, à partir du moment où il y a un vrai effondrement en burn-out, il y a une rupture profonde du corps. Même avant, bien sûr, on n'arrive pas jusque-là par hasard. Le corps s'épuise petit à petit. Mais si on va jusqu'à la rupture, à l'effondrement en burn-out proprement dit, eh bien l'aspect physiologique est fondamental parce que ce sont les surrénales qui ont dit stop, on arrête tout, on ne peut plus fonctionner normalement. Et donc, tout le corps s'arrête de fonctionner normalement. Donc forcément aussi, tout ce qui est cognitif, etc. Mais donc, le corps est un aspect fondamental. Et si vous voulez effectivement aller plus loin sur le sujet, je vous recommande les épisodes 2 et 3 du podcast qui peuvent aller déjà plus dans les détails sur ce sujet-là. Mais c'est moi un aspect que je vois dans plus de 90% des personnes que j'accompagne, qui soient en tout début de burn-out ou qu'ils y soient depuis des années, ce qui entre nous soit dit n'est pas normal. À partir du moment où on est bien accompagné, complètement accompagné, ça ne doit pas durer plusieurs années. Mais ces personnes, souvent justement, sont encore en burn-out ou ont du mal à en sortir ou à avancer dans leur récupération, dans leur rétablissement, parce qu'ils n'ont pas vu, ils ne savent pas qu'il faut s'occuper de l'aspect physique, physiologique. Ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est d'aller vraiment récupérer, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau des compléments qui peuvent aider. Et ça, on a effectivement eu un épisode du podcast sur le sujet avec la naturopathe Delphine Maras. C'est l'épisode 7 que je vous recommande tout particulièrement si vous ne l'avez pas écouté, pour vraiment comprendre comment on peut se remettre au niveau physiologique d'un burn-out. Il y a des tas d'autres solutions, mais toutes passent par le corps avant toute chose. De toute façon, tant que le corps n'est pas suffisamment remonté en énergie, c'est compliqué d'aller demander à la tête d'analyser ce qui nous est arrivé, pourquoi, comment. Et même le suivi psy aura du mal si effectivement nous ne sommes pas d'abord passés par ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à aller voir. Ça peut être, on en parlera dans d'autres épisodes que c'est important, ce suivi pluridisciplinaire, mais ça peut être suivre une médecine traditionnelle comme la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique. Ça peut être voir un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle. Ça peut être s'aider aussi avec une cure de thalasso. On a eu aussi un épisode formidable sur le sujet de la thalasso et comment elle peut aider en burn-out dans l'épisode 12 avec le docteur Marie Pérez-Iscar. Donc vraiment, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là et s'occuper de soi à un niveau psychologique est essentiel mais n'est pas suffisant. Et il faut vraiment, vraiment comprendre que le burn-out se situe très fortement aussi dans le corps et presque avant tout dans le corps. Donc à ne pas oublier. Quoi d'autre ? Un élément que nous avons évoqué dans l'épisode 5, mais qui est en anglais. Et donc, si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à l'écouter. Et je vous promets que nous parlerons de ce sujet en français un autre moment plus en détail. Mais un aspect méconnu est l'impact que peut avoir
la périménopause sur le burn-out. Donc, toutes ces années autour de la ménopause, hein, préménopause, et les années qui suivent. Donc, ça peut commencer très tôt. Parfois même pour certaines femmes dans la fin de la trentaine, mais pour la majorité, quarantaine, cinquantaine. Beaucoup de femmes dans ces âges-là font un burn-out. Alors bien sûr, c'est pas inéluctable, mais on constate effectivement un plus grand nombre de cas de burn-out chez les femmes autour de ces âges-là. Tout simplement parce que c'est un moment où, du fait du changement de fonctionnement de notre corps, eh bien, les surrénales vont être encore plus mises à l'épreuve. Le corps va demander aux surrénales de venir pallier à l'arrêt ou à l'arrêt imminent des ovaires pour venir vraiment, là bon, je vous l'explique de façon très très sommaire, mais pour vous donner une idée, pour pouvoir venir produire œstrogène et progestérone dont notre corps a besoin par ailleurs, eh bien, parce que nous en avons besoin, eh bien, ce sont les surrénales qui vont prendre le relais. Alors, si vous êtes déjà en état de stress très avancé, très fatigué, dans un travail très, très intensif, avec en plus peut-être la charge d'une famille, avec beaucoup de choses à penser, à organiser, à gérer, eh bien, les surrénales sont déjà très sollicitées. C'est comme si déjà elles faisaient plus de 60 heures par semaine et on leur demande d'en faire 10 ou 15 de plus. Donc forcément, le processus peut aller plus vite, peut être beaucoup plus violent. Donc c'est un moment de vie où il faut être particulièrement attentive parce que ça peut être beaucoup plus fort et en tout cas le risque est beaucoup plus élevé. Un autre aspect que j'avais envie d'évoquer pour finir cet épisode, parce qu'on pourrait continuer encore pendant très longtemps, mais j'avais envie vraiment de mettre en lumière ces aspects-là, c'est le retour au travail trop tôt ou dans de mauvaises conditions après un burn-out. C'est très courant. D'une part parce que, effectivement, quand on est en burn-out et qu'on a envie de retourner au travail, ben, dès qu'on se sent un tout petit peu mieux, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner en courant. Si on travaille bien sûr dans de bonnes conditions et qu'on aime ce qu'on fait. Mais c'est une très mauvaise idée, parce que si on n'a pas tout bien consolidé avant, eh bien le risque c'est de retourner en burn-out, de faire une rechute, ou bien, pas forcément une rechute, hein, selon si vous êtes en burn-out que depuis quelques mois, c'est pas une rechute, c'est tout simplement presque un retour en arrière, parce que vous n'en étiez pas totalement sorti. Si c'est un retour dans de mauvaises conditions, dans une ambiance qui n'est pas la bonne, avec des problématiques de type harcèlement ou pression très forte, etc., eh bien évidemment, ce n'est pas une bonne idée d'y retourner. Mais le fait de retourner au travail de façon générale, un travail en tout cas que vous appréciez, que ce ne soit pas forcément celui que vous aviez avant, c'est très dangereux de le faire trop tôt. Et avoir un arrêt de travail d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est pas suffisant pour se remettre. Alors je dis 1 mois, 2 mois, 3 mois, en réalité en général c'est par tranche d'1 mois. Mais au total, avoir quelques mois d'arrêt, c'est insuffisant. Dans, on va dire, les 99% des cas. Et non, vous ne faites pas forcément partie du pourcentage possible, parce que, bien sûr, faire des généralités, ça nous amène toujours à quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Mais ce que je constate le plus, c'est effectivement des personnes qui retournent trop tôt ou dans de mauvaises conditions au travail. Je constate aussi des personnes qui n'ont pas pu retourner au travail depuis de nombreuses années parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu cette attention portée au corps et donc effectivement tout n'est pas reconstruit suffisamment. Donc attention à bien suivre tout un processus de reconstruction de burn-out qui soit complet et qui soit suffisant et pendant suffisamment longtemps. Avec le meilleur accompagnement du monde, c'est vraiment impossible de retourner travailler avant au moins 6 mois d'arrêt. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et même au bout de 6 mois, dans certains cas c'est possible, mais souvent il vaut mieux beaucoup plus. On est souvent beaucoup plus près des environ 12 mois. Maintenant, je constate même de plus en plus souvent, on est sur 18 mois parce que les personnes arrivent en burn-out dans un état encore plus
grave qu'avant. Et effectivement, retourner avant, ce n'est pas une bonne idée parce que vous n'êtes pas complètement remis, tout simplement. Donc c'est vraiment prendre ce temps-là et puis se reconstruire pas à pas, bénéficier d'un suivi vraiment pluridisciplinaire et complet avant de pouvoir y retourner. Alors, vous pouvez déjà trouver certaines infos dans les épisodes précédents pour aller plus loin sur certains sujets. Je vous promets qu'on va continuer à parler de ces sujets-là dans les épisodes qui viennent. Je vais reprendre aussi les interviews de spécialistes dans les épisodes prochains. Donc on va aborder beaucoup de sujets très intéressants. Et puis, je voulais aussi vous annoncer, si vous ne l'avez pas vu passer, que avec d'autres spécialistes du burn-out, je lance une académie du burn-out, la Burn-out Academy, des formations pour les professionnels qui sont susceptibles d'accompagner les personnes en burn-out ou à risque de burn-out, que ce soit au niveau médical, au niveau paramédical, au niveau thérapie complémentaire, que ce soit même au niveau ressources humaines ou gestion de la qualité du travail, etc. dans les entreprises, que ce soit des assistantes sociales, que ce soit des coachs, toutes les personnes qui sont professionnellement susceptibles de se retrouver à devoir aider d'une façon ou d'une autre, médicalement ou autre, une personne en burn-out ou à très fort risque, sont concernées par cette formation. J'ai voulu vraiment, avec mes collègues, vous présenter quelque chose de très complet, où on va vraiment aller très en profondeur dans la compréhension et la connaissance du burn-out, et aussi montrer quel suivi pluridisciplinaire il est important de suivre pour se remettre d'un burn-out. Je vous mets les infos dans les notes de l'épisode et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si bien sûr vous voulez en savoir plus. Pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre très bientôt.